Bienvenue à une autre émission de Dans l'Atelier. Cette émission, on va rencontrer les artistes dans leur milieu de création. Et cette semaine, on est à Papineauville et on est chanceux puisqu'on s'en va rencontrer quelqu'un qui fait quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire qu'il va faire de la sculpture sur la pierre. On s'en va rencontrer le sculpteur Özgen Emiracha. Özgen, merci de nous accueillir chez vous. Ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Bien, ça me fait plaisir de vous accueillir, effectivement. Parlez-moi un peu de l'endroit où on se trouve. Là. Quand est-ce que ça a été, quand est-ce que vous êtes arrivé? Comment ça s'est produit de s'installer ici? Bon, en fait, moi, je suis de Montréal. Et puis, donc, j'ai connu Cécile, ma compagne d'aujourd'hui. Puis, elle habitait la maison pièce sur pièce à notre gauche ici. Et puis, tout ce terrain-là lui appartenait. Et puis, elle a décidé de scinder la propriété et elle a vendu la maison pour finalement construire une autre maison ici. Éventuellement, quand j'ai commencé à planifier ma retraite, il devenait évident que, surtout avec la sculpture, c'était plus intéressant pour moi de m'installer ici parce que ma maison était à Rosemont. Et quand je faisais de la sculpture dehors, les voisins n'aimaient pas tellement ça, le bruit, la poussière, etc. Et il était évident que je ne pouvais pas développer mon art à Montréal. Et puis aussi, à Montréal, on compétitionne avec un très grand bassin d'artistes établi depuis longtemps, alors qu'ici, le terrain était pratiquement vierge. Je suis dans un certain nombre d'organismes à but non lucratif, dans le communautaire et particulièrement dans le culturel. Entre ces activités-là, la sculpture sur pierre, le jardinage, etc., bien, mettons que ma retraite s'égrène. D'ailleurs, c'est quelque chose que je partage avec des gens qui préparent leur retraite. Je leur dis, si tu penses qu'à la retraite, tu vas avoir 5 jours de plus dans ta semaine, détrompe-toi, tu vas en avoir 2 de moins. Fait que la maison derrière nous qu'on voit présentement, c'est la demeure. C'est la résidence. Votre ancien atelier qui est là, dans le fond, qui maintenant est du storage, vous me dites, c'est ça? Bien, en fait, j'ai encore mes outils pour le bois. Okay. Et puis, j'ai mes vieux équipements pour le bois que je n'utilise pas tellement. Et puis, le deuxième étage, c'est une chambre où je reçois des fois des élèves qui viennent en résidence. OK. J'ai des élèves qui viennent de l'extérieur pour prendre des cours de sculpture intensifs. Et puis donc, à ce moment-là, je peux les accueillir là. Et puis, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Les sculptures qui sont sur le terrain, est-ce que vous les gardez là à titre décoratif ou est-ce que vous recevez des gens ici qui voudraient avoir une sculpture? Absolument. Ouais, donc. Absolument. S'ils voient quelque chose qui est sur le terrain, est-ce que c'est disponible ou bien c'est... Toutes les sculptures que vous voyez sont achetables. L'atelier là-bas représente peut-être le tiers de l'atelier que j'ai construit ici. Avec, en plus, ici, la possibilité de travailler à l'extérieur. On va voir, j'ai un appentis, ce que j'appelle mon atelier extérieur. Et dès lors qu'on travaille avec des outils mécaniques, pneumatiques, rotatifs, etc., on produit énormément de poussière. L'hiver, quand je sculpte dans mon atelier, c'est surtout avec des outils à percussion à la main. Okay. Alors donc, ça fait des petits gravats de pierre, mais ça fait beaucoup moins de poussière. Alors, les gros travaux de sculpture mécanique, ça se fait durant l'été, enfin, du printemps à fin automne.
à l'extérieur, dans l'appentis qu'on va voir. OK. Est-ce qu'on commence par là ou on va à l'intérieur? On va peut-être commencer avec un atelier un peu plus propre. La première chose que je remarque quand je rentre, la première chose qui me vient en tête, c'est d'où viennent toutes les pierres? Parce que tu ne rentres pas dans un magasin d'artisanat acheter des pierres, tu sais. Oui, un peu partout. En fait, il y a des pierres qui viennent du Brésil, ça en est. Et puis, on appelle ça une stéatite du Brésil. Stéatite, c'est ce qu'on appelle communément la pierre à savon. OK. Alors ça, c'est de l'albâtre, ça vient de l'Oregon. Ça, c'est une serpentinite qui vient du Mexique. J'ai des albâtres qui viennent d'Italie. J'ai ici d'autres stéatites qui viennent d'un peu partout au Québec. Ça, c'est le genre de pierre que nos Inuits utilisent pour leur sculpture. L'atelier extérieur, c'est mon coin préféré du début printemps à la fin automne, parce que je peux faire de la sculpture mécanique. Et puis évidemment, avec des outils mécaniques, ça va beaucoup plus vite. Alors, vous voyez la quantité de poussière, là? Ouais. Bien, ça, c'est de ce matin seulement. OK. Parce qu'à tous les soirs, je passe un souffleuse là-dessus, un souffleur. Je nettoie tout. Et puis, quand on travaille avec des outils rotatifs comme ça, la poussière lève. Ouais. Dans les outils mécaniques, il y a évidemment des rectifieuses à angles comme ça, avec différents types d'outils installés là-dessus, selon les usages. Et puis, il y a d'autres types d'outils qu'on peut installer là-dessus. Il y a évidemment toute une panoplie d'outils qui s'installent sur les rectifieuses, selon le genre de travail. Puis vous en avez plusieurs, là? J'en ai peut-être une dizaine. Dans le but pour ne pas avoir à changer à chaque fois? Voilà. Parce que pour changer de disque, il faut que j'aille trouver la bonne clé, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes clés. Il faut que j'aille chercher la bonne clé, il faut que je l'enlève, il faut que je mette le bon outil, etc. Mais tout ça, c'est du temps. Alors, le sculpteur aime sculpter, c'est pas un mécanicien. Il n'aime pas vraiment organiser les outils. Pour les travaux plus fins, par exemple, comme ça ici, des choses comme ça, ou des rainures comme ça, mais on va plutôt utiliser des outils rotatifs de ce genre-là. Ce sont des burins, des pointes serties de diamants, qualité industrielle. Et puis donc, ça permet de travailler avec toutes les pierres. Là, on va revenir en arrière, on va se promener dans le temps un petit peu. Je suis curieux de savoir, d'abord, est-ce que vous êtes capable de vous souvenir d'un moment où vous avez réalisé dans votre vie que vous aviez envie de créer, vous aviez envie de faire de la création? Parce qu'ingénieur, on ne va pas nécessairement associer ça facilement à quelqu'un de créatif. T'sais. Oh, les ingénieurs sont très créatifs. Ah, ben tu vois, j'ai peut-être une fausse idée. Alors, je pense que la base du métier d'ingénieur, c'est la création. Okay. En fait, ma définition, un peu simpliste peut-être, mais très juste. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable d'identifier les vrais problèmes et d'y apporter une solution. C'est ça, être ingénieur. Okay. Donc, on regarde, on dit « Ah, il y a un problème là, et le problème, c'est ça, c'est pas ça. » Et on cherche la solution et on règle le problème. Donc, ça demande beaucoup de créativité. Mais donc, un parallèle à faire, j'imagine, quand on fait de la sculpture, parce que vous devriez en rencontrer des problèmes puis trouver la solution. Bien, absolument, ce n'est que ça. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur la sculpture sur pierre, des choses que j'ai découvertes moi-même. Donc, quand je sculpte, j'essaie toujours différentes choses, j'observe ce qui se passe, et à partir de là, je raffine des techniques, je développe des nouvelles techniques, et j'ai des techniques que j'ai vues chez aucun autre sculpteur, que j'ai développé avec la vue d'un ingénieur. Puis, toutes mes notes, évidemment, ces choses-là, je les consigne dans des notes en mon atelier. Et périodiquement, je ramasse ces notes-là, je les amène à la maison, surtout l'hiver.
Et puis, donc, l'hiver, je travaille beaucoup sur l'ordinateur. Okay. Et je rédige ces choses-là. Et puis là, je suis rendu à peu près à 150 pages déjà transcrites. Et puis, à terme, j'imagine qu'il va y avoir quelque chose comme 400 pages. Est-ce que je le publierai? Peut-être. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de consigner ça. Et puis, pour le plaisir de le consigner, pour le plaisir de me souvenir du travail que j'ai fait. Mais pour revenir à la question d'origine, depuis que je me souvienne, j'ai toujours été intéressé par les arts, toute forme d'art. La musique. Quand j'étais petit, je jouais de l'harmonica, la flûte à bec, un bandoneon, etc. Il y avait beaucoup d'instruments de musique chez nous. Ma mère dessinait très bien. Avec elle, j'ai dessiné aussi. Plus tard, je me suis intéressé à la poésie. J'ai une collection de poèmes. Et puis, mon premier, ça date d'une époque où j'avais 9 ou 10 ans. Et puis, donc, par la suite, j'ai fait de la photo. J'ai joué dans un groupe de musique populaire quand j'étais adolescent. J'ai étudié les techniques de fil. Macramé, tissage, haute lisse, basse lisse, tapisserie, toutes sortes de trucs, crochet, tricot. J'ai tout fait ça. Et puis, quand je parle comme ça, on pourrait dire « Ah, mais c'est un touche-à-tout, il développe rien. » Non, c'est pas vrai. Il y a plusieurs des choses que j'ai développées assez en profondeur, en particulier la photo. Et puis, j'ai fait beaucoup de chambres noires, etc. Okay. Et d'ailleurs, je suis équipé en studio photo parce que c'est moi-même qui documente mes œuvres. Toutes mes œuvres sont documentées. Et puis, plus tard, j'ai pensé qu'à ma retraite, je m'installerais avec des synthétiseurs, j'aurais un atelier, un studio d'enregistrement. C'est vers là que je me dirigeais quand j'ai découvert la sculpture sur pierre. J'ai commencé à sculpter le bois. Et puis, par un concours de circonstances un peu inattendu, j'ai pris un cours d'initiation à la sculpture sur pierre. Et puis ça a été vraiment le point de chute, le point de bascule. Mais donc, oui, l'expression artistique a toujours fait partie de ma vie. Et puis, mon père était ingénieur. Et donc, adolescent, comme je jouais dans un groupe de musique populaire, on avait passablement de succès. Je pensais faire le Conservatoire de musique à Montréal et puis me diriger en musique. Mon père, un homme très, comment dirais-je, décidé, très débordant avec ses idées, etc., il a décidé qu'être musicien, c'était pas un métier sur lequel on pouvait compter pour fonder une famille, etc. Il a dit, mon fils, tu vas faire autre chose. Tu vas faire un métier qui va te garantir un succès satisfaisant pour gagner ta vie proprement, correctement et sans trop de soucis. Comme j'étais très bon en sciences et en mathématiques, et puis comme lui était ingénieur, je me suis dit, bon, mais si je décide de faire ingénieur, au moins il va arrêter de m'achaler. C'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai absolument aucun regret d'avoir fait mon cours d'ingénieur. J'ai adoré. Si c'était à refaire, je le referais. Et puis, donc, mais les arts, ça m'a toujours suivi. Quand vous êtes arrêté à la pierre, qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement à la pierre? Pourquoi ça a été le changement? Très intéressant comme question. Et cette question-là, on me la pose souvent et j'adore y répondre. Dans le bois, il y a essentiellement 2 paramètres. Encore une fois, c'est l'ingénieur qui sont là. Il y a 2 paramètres qui sont limitatifs, voire fatigants. C'est que le bois a un sens. Les fibres du bois ont un sens. Et puis, on doit travailler dans le sens des fibres avec des gouges. Parce que si on travaille à contrario, là, on arrache les fibres. Okay? On ne les coupe pas. Donc, il faut toujours respecter ça. Et de 1. Donc, en partant, ça limite l'expression de création
parce qu'on doit tenir compte d'une contrainte qui n'est pas de la création. Okay? Deuxièmement, la palette de couleurs du bois, là, au mieux, ça passe de l'ébène noir jusqu'au tilleul blanc, avec quelques essences exotiques qui vont comme dans les acajou, dans le bubinga, etc. Et quelques essences légèrement verdâtres, un petit peu qui tirent sur le bleu, mais la palette de couleurs est extrêmement limitée. Dans la pierre, la palette de couleurs est totalement infinie. À l'intérieur même d'une sorte de pierre, par exemple le marbre. Alors, il y a des dizaines de couleurs, de teintes, de structures, de veinage, seulement dans le marbre. Alors, quelqu'un qui se spécialise dans le marbre, il peut avoir une production d'une extrême variété sans que les couleurs, les formes, les veines, etc. se répètent. Alors, imaginons maintenant toutes les différences de pierre, que ce soit du granit, que ce soit du calcaire. Alors donc, il y a une infinité de couleurs. Et qui mieux est, encore, c'est que quand on prend un bloc de pierre, un morceau, les couleurs qu'on voit à l'extérieur ne sont pas garants des couleurs qu'on va trouver en sculptant. Parce qu'il m'est arrivé assez souvent qu'au fur et à mesure que je grugeais la pierre pour sortir la forme, je découvrais des couleurs, des veines, des zones de couleurs, etc., qui en plus me guidaient dans la structure, dans la forme que j'en dégageais. Comme des surprises qui arrivent puis qu'on se laisse aller là-dedans. Absolument, absolument. Donc ça, ce sont ces deux paramètres-là, un repoussant, l'autre attirant. Le sens d'attaque pour la sculpture, les fibres du bois. Et puis ça, c'était vraiment rébutant. Et puis la palette de couleurs pratiquement infinie dans la pierre, c'était extrêmement attirant. Puis est-ce que ça... À quel moment est-ce que ça a pris l'expansion parce que, bon, maintenant, vous êtes reconnu, les gens connaissent vos œuvres, certainement dans la région, j'imagine à l'extérieur aussi. Bien, un peu à l'extérieur aussi, mais dans l'Outaouais, oui. Certainement. Donc, puis, mais à quel moment, est-ce que vous avez eu un moment où vous avez réalisé que les gens aiment ça? Parce qu'effectivement, on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc, c'est nécessairement moins, j'imagine, collectionné aussi, parce qu'on en voit moins. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que vous avez eu des clics pour réaliser que les gens aiment ça, puis ils en demandent? Là? Oui. Des clics, il y en a eu. Et puis, comment dirais-je, un déclic vraiment très, très, très marqué. OK. Et puis, quand j'ai pris mes 2 cours de sculpture sur pierre, je me suis fait ami avec l'instructeur. Et puis, on a beaucoup échangé sur les arts, etc. Il dit, nous, chez nous, à toutes les années, on a une exposition d'art. Il dit, sculpteurs, peintres, surtout des peintres, mais on a aussi des sculpteurs. Et puis, il dit, fais application. Je dis, mais est-ce qu'ils vont me prendre? Il dit, fais application. Alors, donc, j'ai appliqué, j'ai été accepté. Et puis, j'ai présenté 3 ou 4 œuvres. Le vendredi soir, lors du vernissage, j'ai vendu une de mes sculptures dès le début du vernissage. Et puis, le lendemain, j'en ai vendu une deuxième. Comme j'étais un blanc-bec nouveau venu, les sculpteurs qui étaient là, les peintres, j'ai jamais vu ce bonhomme-là, qui sait, sont venus me voir. Entre autres, je me souviens d'une sculptrice qui regarde et puis elle dit, c'est ça le prix que tu demandes pour cette sculpture-là? Je dis oui, pourquoi? Elle dit non. Elle dit, monte ton prix, t'es pas correct. Quand on commence, on ne sait pas ce que valent nos œuvres. Et puis, on n'ose pas demander un prix immodeste. Alors donc, moi, j'avais établi que ça valait, je ne sais pas, moi, 180 $, quelque chose comme ça. Elle dit, non, elle dit, il faut presque que tu doubles cette affaire-là. Puis, j'ai dit, 250? Elle dit, au moins! OK, un peu plus. Oui. Et puis, je me suis rendu compte
de la raison pour laquelle elle est venue me chicaner, c'est parce que je tirais les prix vers le bas. Là-bas, les autres qui exposaient, voilà. ben oui. Okay. Et puis, ça faisait faire l'affaire des autres. Alors donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais un potentiel. Alors, ça, c'est une petite pierre des îles de la Madeleine. C'est un albâtre également. Et puis encore une fois, la pierre a été sculptée par la mer. C'est une pierre qui a été ramassée sur la greffe. Et puis elle aussi, elle a des très très belles couleurs. Particulièrement, ce qui se voit particulièrement quand la pierre est mouillée. Alors donc, quand on ramasse ça sur le bord de mer, on voit les vraies couleurs. Et puis, sèche, avec la poussière qu'il y a dessus, ça cache les couleurs naturelles. Alors donc, les gants, vous remarquerez que les bouts des doigts sont libres. Et puis c'est pour ausculter la pierre, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Okay. Parce que lorsqu'on sculpte, on sculpte autant avec les doigts qu'avec les yeux. À ce niveau-ci, je suis vraiment au tout début, au niveau ébauche. Alors, je travaille avec des ciseaux, différents types de ciseaux, des bourrons, droits, dentelés, etc. Et puis, avec une massette. Et puis donc, tout d'abord, j'ai passé un coup de burin au carbure ici pour faire un premier tracé. Donc là, présentement, je suis en train d'ajuster la forme qui va venir s'accoter sur l'espèce de canal que j'ai fait déjà avec les outils rotatifs. Donc, j'utilise cet outil avec des dents qui s'appelle une gradine. Il y a différents types de gradines avec des dents plus ou moins creux, plus ou moins larges, etc. Et puis, c'est pour enlever beaucoup de matériaux rapidement, de façon accélérée, parce que si je faisais le même travail avec un ciseau droit, ça fait moins bien le travail, ça éclate plus, etc. Donc, à l'ébauche, on utilise assez souvent la gradine. Mes œuvres sont principalement de forme abstraite. Non pas que j'aime pas la figuration, je fais des œuvres figuratives aussi, mais j'ai une nette préférence pour l'abstraction. Et puis dans l'abstraction, comme il n'y a pas vraiment d'obligation de résultat, on peut ajuster la sculpture en cours de route. Alors, des outils mécaniques sur des pierres tendres comme ça, il faut les utiliser parcimonieusement et très délicatement parce que l'outil mécanique va passer à travers la pierre si on ne fait pas attention. Donc, dans des situations comme ça, les techniques de sculpture avec des outils manuels comme ça, c'est quelque chose qui convient tout à fait. C'est quoi qui permet d'en venir à un fini aussi poli qu'on peut voir sur vos sculptures finies? C'est un processus de polissage. Et puis déjà, par exemple, je peux vous donner un exemple.
Ici, j'ai un outil que j'utilise pour finaliser les surfaces pour la terminaison du projet, de la sculpture. Et puis vous allez voir, et je ne sais pas si vous voyez, la surface est cabossée, c'est une sorte de forme, etc. Et puis pour en faire une forme bien adoucie comme ça, des formes organiques, alors on prend un outil comme ça. Est-ce que vous êtes capable de préserver les couleurs du mouillé une fois là? Ah, c'est pour cela qu'on met de la cire par-dessus à la toute fin. Donc, le polissage, ça se fait avec des papiers sablés ou des équivalents des papiers sablés. Pour des pierres très dures, on utilise des tampons comme ça. Puis au lieu d'utiliser comme du papier sablé, ce sont des particules de diamant qui sont installées dans le tampon. Et puis donc avec ça, on peut même poncer du granit. Combien de temps ça peut prendre? J'imagine que ça dépend de la pierre, ça dépend, c'est quoi ton projet? Oui. Normalement, la finition d'une sculpture peut prendre presque autant de temps que la sculpture elle-même. Alors donc, la finition est vraiment ce qui donne l'aspect final à la sculpture, à l'œuvre. Et il faut vraiment en prendre bien soin. Parce que le fini, l'apparence, dépend de cette étape-là.